Alors, ici on se situe sur le fort de la Bastille à Grenoble. Ce fort, il a été construit, à la fin, en 1591, donc à la fin du XVIe siècle, par le connétable de Lesdiguières. Et ce fort, il sert à défendre la ville de Grenoble des invasions qui viennent de là, qui viennent de derrière vous, puisqu'en fait, on est aux frontières de la Savoie là-bas. Donc en fait, pour éviter d'avoir les Savoisiens rapidement sur le dos, le connétable de Lesdiguières décide de construire ce fort. Alors c'est pas innocent qu'il décide de construire ce fort-là, puisque quand il est arrivé en 1590, il est mandaté par, donc il est connétable de France en fait, il est mandaté par Henri IV pour récupérer Grenoble, qui est une ville catholique, un bastion catholique. Lui, c'est un pote à Henri IV, il est protestant. Donc, il est mandaté par Henri IV pour venir pacifier le Dauphiné et puis pour venir développer l'économie en fait l'économie du Dauphiné. Donc, quand il va arriver en 1589, il arrive ici, il se pose ici, et un des premiers trucs qu'il fait, c'est pour prendre Grenoble, qui est juste en bas, puisque Grenoble c'est le village médiéval. Vous pouvez vous approcher, hein, approchez-vous. Ce qui est intéressant de voir, c'est ça, c'est que on voit bien hein, des grands découpages urbanistiques, mais le Grenoble médiéval, c'est globalement les toits rouges que vous voyez en bas là, le petit cercle qu'on voit ici. Voilà. Et il y a un clocher effectivement, le clocher d'aujourd'hui la collégiale Saint-André, mais qui à l'époque était une cathédrale. Et donc il se positionne exactement au niveau de la terrasse sur laquelle vous êtes arrivé avec les bulles là. Et le premier truc qu'il fait, c'est envoyer un boulet et démolir le clocher. Puis voyant que globalement les notables ne veulent pas lui donner les clés de la ville, en fait, Lesdiguières c'est un des pionniers de la guérilla urbaine en fait. Hein. Donc il descend en bas. Sur le pont, ici vous avez les deux quais où il y a des maisons. Il envahit les maisons du premier quai et il passe le deuxième quai en passant par les maisons. Directement et en passant les remparts, et il rentre dans la ville comme ça. Il récupère les clés de la ville et là il tient les catholiques dans sa main, et le premier truc qu'il fait, c'est, étant arrivé par ici, il sait bien que c'est un point faible en fait de la ville, ce terrain là, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va construire ce bastion qu'il appellera la Bastille. Voilà. Ici, en fait, il y a quand même un petit fortin en fait à l'époque, un peu avant, qui a été construit à l'époque de Bayard en fait, donc 50 ans avant, qui est le fortin qu'on voit juste en bas. Juste en bas ici, vous voyez là, il y a une espèce de grande maison, mais il y a un petit fortin derrière. Et à l'époque, il y avait juste ce petit fortin. Voilà. Donc lui, il décide de vraiment fortifier la zone en construisant la Bastille qui est juste en bas, et puis au fur et à mesure il va construire les remparts. Il s'avère que ce rempart là, ce fort là, va jamais servir véritablement, parce qu'en fait il protège des invasions de la Savoie. Quelques dizaines d'années plus tard, les Savoisiens décident de monter le fort Barreau. Alors le fort Barreau, on va le voir, c'est un fort qui est un peu plus haut là-bas, il faut aller à l'autre bout de la passerelle. Quand les Savoisiens ont commencé à construire ce fort-là, ils l'ont posé pile à la frontière du Dauphiné. Et le roi, les notables du coin ont commencé à dire attention, il ne faudrait pas qu'ils construisent un fort sur la frontière parce qu'on va être vraiment menacé. Et Lesdiguières, il a temporisé, il a dit non, il faut laisser faire. On va laisser faire. Et les Savoisiens construisent le fort. Et entre le moment où les maçons s'en vont et le moment où la garnison arrive, il s'est introduit dedans et il a récupéré le fort. Donc en fait, les Dauphinois ont gagné un fort gratuitement. Et un très très beau fort d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est un coucou. Et quelques années après, en fait, la Savoie va rejoindre le Dauphiné. Donc en fait, ce truc-là n'a jamais servi à protéger des invasions savoisiennes en fait. Alors pour revenir à la ville de Grenoble, donc les premiers habitants de Grenoble, ils vont s'installer sur le rivage ici. C'est donc les Allobroges, hein, les tribus gauloises s'installent sur le versant au bord de la rivière, profitent de la rivière qui est assez prolixe en nourriture et en réserve naturelle pour s'installer
installé ici. Et c'est le quai Saint-Laurent aujourd'hui, que vous avez peut-être visité. Au Moyen-Âge, il y a une confrérie de moines qui s'installe dans un monastère juste en bas. Et au fur et à mesure, ils vont sortir, ils vont traverser la rivière et ils vont aller s'installer sur le Grenoble médiéval qui est le centre historique, donc là où on a tous les toits rouges ici. On voit donc la collégiale Saint-André juste devant le fameux palais du connétable de Lesdiguières, derrière le palais du Parlement avec les toits gris. Vous voyez qu'il est légèrement plus bas en fait. Le Parlement étant catholique, quand Lesdiguières s'est installé dans son palais, il l'a fait construire d'1,50 m de plus en hauteur, pour montrer qu'il était un peu plus costaud que... donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Alors peut-être certains d'entre vous ont été visiter le jardin de ville, et peut-être que vous avez vu la statue de Lesdiguières. Il y a une statue de Lesdiguières en Hercule. Il y a assez peu de statues de Lesdiguières. Il y a 2 statues d'hommes d'armes en fait à Grenoble. Il y a la statue de Bayard qui est sur la place du tribunal. Et puis il y a la statue de Lesdiguières en Hercule. Il s'avère que cette statue elle est un peu particulière. Lesdiguières a perdu un pari contre Henri IV. Et il avait parié de se faire couper les choses si il perdait son pari. Il a trouvé vachement moins douloureux de se faire construire une statue. Et si vous regardez sous la patte de lion en fait, qui cache la virilité de Lesdiguières, et ben il y a rien en fait. Voilà pour la petite histoire. Et cette statue vous la trouvez au milieu du jardin de ville là-bas. Vous la trouvez au milieu du jardin de ville. Donc ici. On voit aussi, alors vous voyez la rivière, hein, la rivière qui serpente pas mal. Ça c'est l'Isère. De l'autre côté, vous avez là-bas au fond, vous avez le Drac en fait. Et ces 2 rivières se réunissent sur le polygone scientifique qui est de l'autre côté là-bas. Le Drac et l'Isère, c'est un peu 2 éléments fondateurs de l'histoire de Grenoble. Il faut savoir que Grenoble c'est une ville d'inondation. Donc la relation des Grenoblois à l'eau est assez particulière. Ça fait pas très longtemps qu'il n'y a plus d'inondation dans Grenoble, c'est depuis la construction des premiers barrages dans les années 60. Mais avant, qui vont vachement réguler le débit d'eau, notamment des torrents. Avant, Grenoble, c'était une ville d'inondation. Donc c'est aussi pour ça que la ville est relativement petite au Moyen-Âge et s'étend pas tellement jusqu'au XXe siècle, parce qu'elle était en proie aux inondations, à tel point, toujours Lesdiguières décide de mettre en place une digue pour protéger des inondations du Drac. Et cette digue, vous l'avez là. C'est la grande avenue en fait, qui traverse, qui est le pont de la Libération. À la base, c'est une digue pour protéger des inondations du Drac. Donc vous imaginez le Drac là-bas, vous voyez la gueule de l'inondation, ce que ça pouvait donner. Parce qu'il n'a pas été véritablement détourné, donc on a vraiment c'était vraiment une digue de protection qui a été transformée en avenue et qui est aujourd'hui l'avenue la plus longue d'Europe. Parce qu'elle fait, enfin c'est la 3e plus longue d'Europe depuis, doit faire 16 et quelques kilomètres. Voilà. C'est qu'elle permet de traverser la ville de part en part. Donc ça c'est une ancienne digue. Dans les grandes constructions de Lesdiguières, toujours début du XVIIe siècle, il y a le pont de Clé qu'on voit pas là mais qui est au bout de cette grande avenue. Et le pont de Clé en fait c'est le premier pont voûté de l'histoire. Et ça a servi à relier le bas Dauphiné et le haut Dauphiné pour favoriser les échanges commerciaux et pour permettre aux Dauphinois de travailler ensemble. Après, Lesdiguières, il a aussi d'autres constructions à son actif. Hein. C'est lui qui a fortifié Gap, qui a fortifié Embrun, Briançon. Et Vauban est repassé derrière après en mettant des fortifications à la Vauban sur ces grandes forteresses. Donc le Drac, l'Isère. Le Drac c'est un torrent, l'Isère c'est une rivière. En bas, pour ceux qui sont montés à pied, vous avez vu peut-être une statue avec un lion et un serpent. Eh ben, vous redescendrez, vous verrez. Il y a une belle statue avec un lion, un serpent. Le lion, c'est le Drac qui se bat avec l'Isère.
Et c'est justement pour rendre, c'est un hommage aux inondations en fait, et à ces deux rivières qui ont toujours été en train de se battre et de se confronter. Le serpent, parce que quand vous regardez le lit de l'Isère, il serpente vraiment vers... Alors là, il y a beaucoup de végétation en ce moment, d'habitude on voit plus que ça. Il y a vraiment beaucoup d'habitude, on voit vraiment que ça fait le serpent. Et de l'autre côté, le drac, eh ben, je vous promets que quand vous êtes sur le pont, vous voyez le pont avec les arches là-bas, quand vous êtes sur le pont, vous comprenez pourquoi c'est un lion. C'est pire qu'une autoroute en fait, le bruit que fait le torrent là-bas, c'est assez monstrueux. Les gens qui habitent à côté, c'est infernal, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Voilà. Donc après, Grenoble s'est développé en fait, de façon concentrique avec des cercles de plus en plus grands. Vous avez... Si on suit la partie médiévale, on va passer juste en face avec un bâtiment très blanc, avec il y a 3 rangées d'arbres devant, je ne sais pas si vous voyez d'ici, c'est la préfecture. Voilà, et là on arrive un peu comme ici au départ de ces bâtiments-là, on est sur du Grenoble haussmannien. Donc là on est plutôt au début, enfin 19e, 20e siècle, avec ces grandes constructions. Pareil, donc du coup là la ville elle se développe en faisant des grandes avenues, on est vraiment sur de la construction de type Haussmann. Et puis va arriver 20e siècle l'avènement du béton. Grenoble c'est la capitale du béton. On a la chance ou pas d'avoir des cimenteries juste à côté, des cimenteries Vicat, qui sont les premières cimenteries en fait qui existent en France. Et ici est inventé le concept de béton armé. Donc du coup, c'est pour ça explique pourquoi la ville est grise en fait, parce qu'il y a beaucoup de constructions en béton. Et vous avez la tour Perret, qui est la tour que vous voyez là devant vous, la grande tour qu'on voit. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, une espèce de tour avec un champignon en haut. Il y a des échafaudages au pied de la tour. Et cette tour est la première tour en béton armé du monde en fait. Grenoble, c'est la ville la plus plate de France. Du coup, pour ceux qui font du vélo régulièrement, c'est pas très compliqué. Mais par contre, dès que vous commencez à monter, ça grimpe fort. Hein. C'est une ville qui grimpe assez fort. Dans les constructions un peu atypiques, il y a cette espèce d'immeuble en S là, et les 3 tours, qui sont un peu la carte postale de Grenoble, qui sont des constructions à l'époque des premiers buildings qui ont été construits ici. Vous avez là-bas le CHU, le gros bâtiment qu'on voit là-bas, c'est le CHU. Donc qu'est-ce qu'on voit aussi d'ici? On va voir du coup après la ville se développe. Là on s'aperçoit que mine de rien on commence à taper vraiment fort contre les montagnes. Il n'y a plus beaucoup de terrain en fait à exploiter sur le foncier autour de la ville.